merci à tous de prendre ce temps et d'être là. J'ai essayé de donc Jérôme m'a envoyé au préalable, les vidéos des 4 expérimentations que vous menez. Donc j'ai essayé de calibrer un peu en fonction de ça. Mon entrée, ça va être de vous présenter un peu, mon métier et ma manière de l'aborder et puis, tout de suite, très vite, pour pas s'attarder là-dessus, d'essayer de vous présenter en quoi, nous, l'expérimentation et la participation participent à la transformation de ces espaces-là et à quoi ça sert ces méthodes-là. Très bien. Alors, pour vous donner une petite idée, du coup, nous accompagnons, des projets assez variés, qui vont, donc de la programmation et la co-conception. Notre méthodologie d'approche, c'est, toujours d'être en immersion dans les sites. Donc on passe, beaucoup de temps avec, ce qu'on appelle nous les usagers, qui sont vous, les élèves, le personnel de ménage, tous les acteurs qui animent un lieu et qui participent à sa vie. Dans ce cadre-là, on travaille par exemple avec, l'université de Paris 8, où on a travaillé avec des étudiants qui valident, la participation à ces ateliers comme des modules qui participent à leur formation et ils conçoivent avec nous leurs espaces qui sont dits, des espaces marginaux ou peu utilisés, des couloirs très larges dans lesquels on ne fait rien, des dessous d'escaliers, tous ces lieux-là qui peuvent participer à la convivialité ou en tout cas à l'usage, collatéral, des cours, hem et donc de savoir ce qu'ils avaient envie d'y faire et les formes qui correspondaient à leurs usages actuels. De la même manière, on a été amené à faire des études, beaucoup pour, le département du Val d'Oise, pour, revisiter, les cours de collège et les collèges et les espaces de convivialité au sein des collèges. Donc on a beaucoup travaillé, notamment pendant la période de confinement, avec des ateliers à distance où on a fait remplir des questionnaires pour un peu essayer de comprendre, les enjeux qui se jouaient dans ces cours de récréation-là. Et puis, on est amené à travailler sur tout type, de sujets, et également dans des villages. Donc, sur la réactivation d'une maison de centre-bourg, par exemple, ce sont les mêmes méthodologies qu'on applique. On convoque tous les habitants. Donc là, sur les maisons, de village, on travaille avec l'ensemble des habitants, parce que ce sont 100 à 200 personnes et que tout le monde est concerné pour la réactivation. Mais avec exactement les mêmes méthodologies pour anticiper les usages, pour, ne pas se retrouver avec une coquille vide. Donc ça, c'est, notamment la grosse problématique, des villages, mais c'est la même problématique finalement dans les espaces scolaires, de penser quelque chose, de manière ad hoc, puis de se retrouver avec, quelque chose qui n'a pas, les usages attendus. Donc faire des hypothèses et puis plouf. Hem on a aussi beaucoup accompagné des projets de renouvellement urbain. Donc ces mêmes enjeux, ils jouent énormément dans l'espace public puisque là, ça va être un espace partagé où on ne connaît pas les usagers. Contrairement à des espaces, ou des équipements où là, les usagers vont être, déjà ciblés ou amenés à, se connaissent entre eux. Les espaces publics, posent, toutes sortes d'autres questions, notamment sur la manière de les partager et les différents publics qui se côtoient et qui n'ont pas tous les mêmes intérêts. Et puis, très vite, donc en ayant ces méthodologies-là, ce qui nous intéresse énormément, c'est les sujets du quotidien, évidemment. Donc notre métier d'architecte, nous, on le voit de manière plus large, il frôle avec la sociologie, il frôle, avec l'urbanisme souvent et aussi avec l'artisanat. Dans la coopérative que j'intègre, là-haut, on a des artisans, qui travaillent avec nous également, qui sont architectes et artisans, parce qu'on a aussi ce regard-là sur les formes, c'est-à-dire, comment on fabrique les choses et comment on accompagne aussi à l'autoproduction. C'est-à-dire que ces gens avec qui on travaille, ces usagers, le but, c'est aussi de se sentir plus à même de donner son avis ou plus à même de transformer son espace et donc pourquoi pas aussi d'autoproduire, de pouvoir construire soi-même des choses. Donc on a aussi cette entrée-là et donc dans tout ça, on a très vite, été amenés à s'intéresser à la question des espaces scolaires. On a travaillé notamment 3 ans, à l'île Saint-Denis dans une école, où on était 2 jours par semaine dans l'école, du quartier pendant 3 ans. Donc autant vous dire qu'on était, presque des collègues de l'équipe pédagogique. Et donc on a pu, appréhender beaucoup plus finement les questions qui se jouaient dans l'école et qui nous ont intéressés plus que tout. Parce que finalement, cette manière de voir l'espace ou cette manière, de l'appréhender, elle se joue d'abord à l'école et qu'en fait, c'était, le premier sujet et qu'il fallait absolument qu'on s'en empare et que c'est un sujet extrêmement complexe, puisque les usagers qui sont dans l'école ne sont pas toujours les propriétaires et les gestionnaires du bâtiment et que c'était là-dedans qu'il fallait arriver à travailler, cette chose. Heu de ça, on a été voir ce qui se passait, ailleurs. Donc, on a constitué une exposition, enfin d'abord des rencontres et des débats, avec Agathe Chiron, qui est designer également, extrêmement spécialisée des sujets, de l'école, avec qui on travaille beaucoup.
On a été voir en se demandant: «Tiens, ce qu'on fait, est-ce que d'autres le font de la même manière? Est-ce que d'autres gens passent autant de temps dans les écoles?» Des concepteurs donc plutôt, c'était notre entrée, des designers, des sociologues, des architectes passent autant de temps dans les écoles, puisque souvent, l'architecte reçoit une commande, travaille, son projet, d'école idéale ou en tout cas d'école qu'il peut faire avec le budget qui lui est alloué et puis, ne rencontre que très peu, les enseignants qui vont utiliser et les élèves qui vont utiliser l'école. Donc on s'est demandé ça. Il se trouve que oui, il y avait d'autres personnes, fort heureusement. Et puis surtout, il y avait, des enseignants, des collectivités publiques, des toutes sortes, d'institutions qui, bien sûr, avaient mené elles-mêmes avec leurs moyens à elles, ce genre d'expérimentation ou en tout cas en voyaient l'intérêt, souhaitaient, les développer mais ne savaient pas par quel bout prendre les choses. Donc on a essayé de créer des rencontres où on pouvait débattre de ça, débattre de ces sujets-là. Et puis très vite, avec ce groupe qui se rencontrait régulièrement, donc c'était un groupe qui allait de 10 à 100 personnes assez vite. On a décidé de monter une exposition qui s'appelle donc Travaux d'école, qui était accrochée à Saint-Pierre-des-Corps et puis qui maintenant est itinérante, qui posait la question quand l'expérimentation et la participation transforment l'école. Et à se demander est-ce que ce sont les lieux qui transforment la pédagogie ou est-ce la pédagogie qui transforme les lieux? Parce que c'était ça notre préoccupation, c'était de se demander on a beau penser un espace idéal pour une pédagogie idéale, parce qu'on pense qu'aujourd'hui, l'école doit être ouverte, donc on n'a plus de grille d'école, on a une classe qui fait 200 mètres carrés parce qu'on va créer des petits groupes à l'intérieur. Si on n'a pas des enseignants qui ont cette vision-là ou qui ont envie de porter ça, ça sert absolument à rien. Donc, on a essayé d'observer ça pour voir d'où ça venait, à quel moment on peut créer ces choses-là et à quel moment on transforme les choses. Et donc, à côté de cette exposition, on a écrit, enfin, co-dirigé plutôt un ouvrage, Travaux d'école, qui raconte 4 expérimentations très précises qui allient pédagogie et projet. Donc où on se sert de l'espace pour en faire aussi des éléments pédagogiques, des éléments qu'on va amener en cours de mathématiques, en cours d'histoire-géographie et qui vont être un support à certains cours. Voilà, donc cet ouvrage, il a des bandes dessinées, il a également des textes de plein d'autres chercheurs, enseignants qui ont témoigné. Il y a notamment Pascal Clerc que vous avez pu voir peut-être du coup la semaine dernière, ou hier, je ne sais plus quand était son intervention, mais qui a écrit aussi dans cet ouvrage. Donc on a essayé d'avoir comme ça différentes visions qui tournent autour de l'école. Voilà ce dont je vous parlais en fait, de la manière dont on voit les ateliers, c'est qu'ils se travaillent toujours, en tout cas pour nous, avec les enseignants. C'est-à-dire que, ça intervient pendant le temps scolaire, ça peut intervenir pendant le temps périscolaire, mais la plupart du temps pendant le temps scolaire et donc, on va essayer d'en faire un vrai sujet d'apprentissage et on va essayer de travailler ensemble à savoir qu'est-ce qu'on transmet à travers ça. C'est pas uniquement que nous, on vient, puiser toutes les ressources, toutes les informations qu'on souhaite, des usagers et puis on repart. Non, c'est un échange où du coup, nous aussi, on va essayer de participer à la conception, à la création, à la compréhension, à l'apprentissage de nouveaux êtres humains qui vont aussi mieux appréhender ces choses-là. Et donc, c'est comme ça qu'on assure aussi la suite de ces projets-là. Je vais rentrer plutôt du coup dans le vif du sujet. J'ai essayé de structurer ça en certains points qui me paraissaient importants par rapport aux différentes expérimentations que vous meniez. Pourquoi faire de la participation, de l'expérimentation? La première chose, donc pour lever cette crainte qu'on nous oppose, c'est en fait, on va créer des choses très spécifiques qui correspondent à un groupe très restreint de personnes qui auront voulu à ce moment-là faire ça. Ça, c'est faux et il faut lever cette crainte-là. Il n'est pas plus logique d'imaginer que des fournisseurs de mobilier qui n'ont jamais rencontré des professeurs vont créer quelque chose de plus adapté que des gens qui ont travaillé avec un groupe dédié qui, lui, va transmettre des usages. Ça, c'est extrêmement faux. Ensuite, c'est assez facile, les enseignants comme les professeurs ne demandent pas beaucoup plus que le minimum. Souvent, on nous dit: «Ah oui, mais attendez, mais si les élèves demandent une piscine ou les professeurs, des choses, impossibles, dans l'école». En fait, ça n'arrive pas. Enfin, la participation, elle ne sert pas et donc je reprenais une des citations de l'ouvrage notamment, on a un prof de sport, il disait: «Mais bien sûr, vous nous prenez pas pour des idiots et on le sait très bien, enfin on n'est pas idiots, on sait qu'on va pas réaliser tous nos souhaits quand on fait ces ateliers-là. On sait que c'est un moment de négociation, un moment qui sert surtout et nous on l'aime pour ça, pour s'entendre tous, parler, comprendre ce qui est possible et ce qui n'est pas possible et en fait ça sert à ça avant tout la participation et l'expérimentation. Ça ne sert pas à exaucer des souhaits complètement farfelus. Donc, en ça,
on ne peut pas imaginer que ce soit trop spécifique ou que ça corresponde qu'à un groupe. Il suffit juste de faire entrer surtout de la complexité dans des objets. Donc de pouvoir intégrer toute une sorte d'usage et de pouvoir anticiper. Et en ça, expérimenter est extrêmement intéressant aussi parce qu'on a beau faire des hypothèses, on a beau se parler, à un moment, il va falloir tester. Il y avait une des enseignantes qui, là, tout de suite, racontait qu'elles n'avaient pas forcément anticipé que les objets qu'elles utilisaient dans la cour de récréation, à un moment, allaient se casser forcément. Et donc, elles n'avaient pas anticipé un espace dans lequel on allait pouvoir stocker les objets cassés. C'est à ça que sert l'expérimentation, justement. C'est de pouvoir anticiper ces choses-là. Et donc, on y va petit à petit. Et donc, comme elles sont dans une démarche d'expérimentation, il n'y a pas de souci à ça. C'est-à-dire qu'on va trouver la solution, on est dans cette démarche-là. Et puis, cette question du spécifique, elle survit autant aussi. Il faut lever cette crainte-là. C'est-à-dire que parce qu'il y a une histoire qui s'est construite autour de ce projet et que ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, il y a ce récit qui continue et qu'on se raconte de génération en génération. Et ça, moi, c'était un doute que j'avais il y a encore 3 ou 4 ans. C'est-à-dire, je me disais, mais est-ce que vraiment l'histoire continue et ça, on peut l'observer. Et j'ai des témoignages, du coup, on a été chercher des témoignages d'architectes qui ont fait ça aussi dans des hôpitaux psychiatriques, par exemple, et qui racontent la continuité et le récit qui se passe de génération en génération. Alors, bien sûr, les choses se transforment petit à petit, mais il n'y a pas de rupture. Et ça aide surtout à créer une notice, entre guillemets, ou un règlement d'usage pendant le moment où on définit ce sur-mesure, où on définit cette forme. On est aussi en train d'établir une notice d'usage. Et donc, on se retrouve avec un objet qu'on sait utiliser, ce qui n'est pas le cas quand on en reçoit un du jour au lendemain. Pour continuer, ce qui me paraissait assez flagrant, notamment sur les expérimentations dans les collèges, et ça, nous, on peut le voir, alors c'est universel, c'est un manque d'approche écosystémique. C'est-à-dire qu'on ne voit plus la cour comme un écosystème, et notamment au collège, c'est flagrant. À l'école primaire, on a encore une bribe de vie qui existe, encore une bribe de choses permises. Au collège, se rejoindre, tout devient un problème. C'est-à-dire que tout usage est un problème et on limite les usages, on limite les possibilités pour pouvoir assurer la surveillance, assurer qu'il y ait le moins d'impairs, moins de conflits possibles. Et ça, c'est pas possible. On peut pas se dire que la cour du collège n'est plus un espace social, parce qu'en fait, c'est l'espace où on va exercer cette sociabilité-là. Donc, on ne peut pas enlever des usages de la cour. Donc, avoir une approche écosystémique, c'est ça, c'est de revoir la cour et l'école comme un écosystème et non pas de lui enlever des choses. Et donc, c'était très juste. Il y avait aussi quelqu'un d'autre qui disait dans une expérimentation qu'on accentue l'utilisation. C'est exactement ça. On va accentuer les usages plutôt que de les interdire. Cette approche écosystémique, ça veut aussi dire lier l'espace à la pédagogie et à la vie. C'est ce qu'on se disait sur donc remettre de la vie, habiter les espaces, refaire des espaces courants où on va faire des choses de tous les jours, où on ne va pas rester debout à rien faire et s'ennuyer, parce que c'est souvent ce qui ressort dans les cours de récréation. Et surtout, l'espace et la pédagogie sont liés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir que l'espace ne soit pas un vecteur de pédagogie et que la pédagogie ne puisse pas non plus transformer l'espace aussi. Donc ça, c'est très important parce qu'on voit très vite que enseignants et élèves se sentent enfermés dans ces espaces-là qui contraignent cette pédagogie-là. Et puis, vous êtes plusieurs à l'avoir déjà fait, mais c'est aussi une logique de décloisonner les enseignements. De se dire, je suis prof, mais je vais me retrouver finalement à peut-être aller faire de la surveillance active. Donc, je vais proposer des jeux dans la cour. Ce n'est pas le moment où je suis inactif, mais c'est le moment où je vais venir jouer avec les élèves. Ou c'est aussi de se dire, ah, bah, en m'associant avec le prof d'histoire géo et le prof d'art, bah, on va aller créer d'autres choses dans cette cour de récréation. Enfin, on pense différemment les enseignements. Et puis aussi, la dernière chose sur cette approche écosystémique, bien sûr, c'est d'associer tous les acteurs. Ce n'est pas uniquement une question d'enseignants. On voyait, il me semble que c'est dans une des cours qu'il y a un travail qui a été fait où le plan, les élèves ont accueilli le chef des travaux. C'est exactement ça. Ce sont aussi, ce chef des travaux, c'est lui aussi est partie prenante de ce qui peut se passer dans cette école. Et je pense qu'il a été très content, et c'est souvent le cas, de rencontrer les élèves, de rencontrer les gens qui habitent les lieux que lui vient maintenir, vient entretenir. Dans cette logique un peu de travaux, comme on rentre dedans, ça ne concerne pas toutes les cours parce qu'on voit que ce n'est pas forcément nécessaire de toucher à l'espace. Parfois, c'est autre chose. Mais en tout cas, dès qu'on sait qu'on va avoir envie d'aller vers une cour idéale, nous, on aurait tendance à dire, alors je sais que ce n'est pas forcément possible et que ce n'est pas forcément ce que vous avez tous mené, mais de dire, tant qu'on ne sait pas si le résultat va pouvoir être construit,
on ne se lance pas dedans. Parce qu'on peut créer des grosses désillusions et que c'est important pour les élèves. On l'a vu sur une des cours, ils demandent quand est-ce que ça va être réalisé. Donc maintenant qu'on leur a mis du pouvoir entre les mains, qu'on leur a dit que c'était possible, qu'ils pouvaient transformer leur environnement et l'imaginer différemment, c'est très compliqué de leur dire ça ne va pas se faire. Donc moi, j'aurais tendance à dire assurons-nous du résultat. Et surtout, assurons-nous de la qualité. Parce que l'un des gros impairs sur les démarches participatives, c'est de se dire parce que c'est fait avec les gens, parce que c'est fait avec les élèves, on peut se permettre que ce soit un peu branque et broc. Certes, mais dans ce cas-là, on va être sur quelque chose de flexible, de mobile, on va être tout le temps en train de retravailler, mais quand on va vouloir pérenniser quelque chose, il va falloir que ce soit de qualité, parce que sinon, on est en train de dire aux usagers qu'ils ne valent pas forcément le prix et ils ne valent pas le coût de l'action, de l'activité, de la réflexion qu'ils ont menée. Et puis après, cette question des travaux, en effet, elle est délicate parce que souvent, ce qui se passe, c'est que quand on sait qu'il va y avoir des travaux, donc on s'assure qu'il va y avoir des travaux pour lancer une démarche qui associe les usagers, et bien souvent, ça va être très compliqué que cette logique travaux, donc qui va être tout cet organe de maîtrise d'œuvre, d'architecte ou de technicien, comprenne ou anticipe, intègre la partie association des usagers et travaille avec ça. Et c'est là où la lutte se joue un petit peu, enfin la bataille, c'est de pouvoir leur montrer à quoi ça sert et qu'ils comprennent que ça va nourrir leur travail. Parce que souvent, c'est trop tard. On a cette idée et puis un jour, on nous déclare que oui, notre école va être rénovée. Et c'est un peu là-dessus que ça se joue sur, sur ces deux mondes qui entrent un peu en porosité. Vous pouvez répéter la question. Ça, c'est vraiment le sujet de l'expérimentation et de la participation. C'est on va s'entraîner à répéter la question, justement. Nous, souvent, quand on arrive, mais là, j'ai plein d'exemples, on arrive pour un sujet qui n'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'on va au Val d'Oise, on nous appelle parce qu'il y a des conflits dans les toilettes. Donc, il faut réfléchir aux toilettes, comment on réaménage les toilettes pour qu'il n'y ait pas des gens qui s'accumulent, enfin des enfants qui s'accumulent à l'intérieur, etc. Et puis, on se rend compte, nous, on y va, donc on passe nos journées dans les toilettes à discuter avec les enfants, mais toute la journée, on les voit passer. Et puis, on se rend compte qu'en fait, le souci, c'est qu'il manque d'un espace de convivialité. En fait, que le souci, c'est pas au chaud à l'intérieur, donc en dehors de la cour. C'est-à-dire que le souci, c'est pas les toilettes, c'est qu'on a envie de se retrouver au chaud quelque part et de discuter. Donc, reposer la question, ça permet de déplacer et de voir souvent qu'on n'a pas posé la bonne question. Et surtout que la réponse n'est toujours pas toujours l'espace, ça je l'ai déjà dit, mais il me semble justement que dans une des cours, vous avez vu que la première chose que vous avez mise en place, c'était de recréer des jeux, de rejouer avec les enfants. Donc en fait, là, la question du conflit dans la cour de récréation, c'était pas la question de l'espace cour de récréation, c'était la question de quelqu'un, d'une personne qui venait jouer avec les enfants, qui leur réapprenait des jeux. Donc nous, ça nous arrive aussi de voir ces situations-là et de savoir se retirer et en disant, bah, voilà, en fait, vous avez besoin d'une formation de quelqu'un qui vient vous accompagner pour réfléchir à ça, mais qui n'est pas une question d'espace. Bien sûr, d'avoir le droit de poser des questions, plein de questions, de bouleverser les règles tacites. On en a beaucoup parlé des règles tacites, surtout dans la question des genres dans les cours d'école. C'est des règles qui ne sont pas dites, mais il se trouve qu'en effet, c'est une poignée de garçons qui occupent la moitié de la cour de récréation sur le terrain de foot. C'est une question de discrimination, de domination. Et donc, reposer des questions, c'est découdre ces dominations-là et redistribuer un petit peu les pouvoirs. Également au sixième, entre niveaux. Ce n'est pas uniquement une question de genre. Et surtout, une autre chose, pouvoir répéter la question, c'est pouvoir s'approprier le risque aussi. C'est-à-dire que le risque, c'est certes des normes auxquelles qu'on doit intégrer, mais vous avez aussi le droit de vous demander si c'est risqué ou pas. C'est-à-dire, on a une des cours de récréation où le sujet de la corde, il me semble, est arrivé. Au début, les enseignants se disaient ah non, mais surtout pas la corde, parce qu'en fait, il y a eu un incident il y a quelques années qui a été mortel. Et donc, on a cette crainte-là, certes. Donc, on a exclu la corde. Mais pas à pas, 2 ans plus tard, il se trouve que la corde a pu réintégrer la cour de récréation et qu'elle ne pose pas de problème. Donc, on arrive à déconstruire les a priori et sachez que vous êtes toujours, pour le coup, plus que nous, les meilleurs juges de ce qui est risqué ou pas. Moi, j'ai vu une des vidéos où on voyait une enseignante qui se posait la question de peut-être remettre la corde, mais bon, elle ne savait pas trop, enfin, donc une corde plutôt pour monter, grimper, mais elle ne savait pas trop parce qu'il y avait la question de la norme, du risque, donc il fallait qu'elle demande. Oui, mais
elle est à même de juger elle-même par, son regard parce qu'elle sait des enfants. Vous savez énormément de choses sur les enfants et donc vous êtes aussi, juge de ça et ne vous laissez pas la norme et le risque, c'est aussi, une question d'interprétation. Ça, faut pas l'oublier. Hem Et puis, une dernière chose, ces sujets-là, ils permettent aussi de se prendre en main. Donc, bien sûr, hein, c'est le sujet, j'essaie de déplacer ça. C'est le sujet, principal, parce que ça permet de donc se prendre en main, c'est-à-dire que les enfants commencent à avoir beaucoup plus de responsabilités et ça, c'est fort agréable parce que ça leur apprend plein de choses, parce ils ont une position différente aussi dans la classe et puis ça partage votre charge d'adulte. C'est-à-dire que, vous partagez cette charge-là de la sécurité, de la responsabilité avec l'enfant, c'est un pacte qui se crée et puis aussi avec les techniciens qui vont entretenir. C'est que d'un coup, ils ont en face d'eux des enseignants qui se préoccupent, de l'entretien, qui se préoccupent aussi de la maintenance, de la technique, de l'espace et donc on se partage comme ça, des charges. Hem, Ça autonomise donc les enfants et puis, la toute dernière chose, c'est que c'est le moyen de réintroduire les savoirs manuels et de manipuler. Donc les savoirs manuels parce qu'on peut construire des choses aussi, on peut construire son environnement soi-même et puis on va pouvoir manipuler des choses. On voit que juste, se remettre à remplir, des brodos et des contenants et des contenus et ben, c'est très, très intéressant et puis ça stimule plein de choses et ça, on l'a un petit peu laissé à la porte de l'école et pourtant ça stimule l'imaginaire des enfants. Hem, On va devoir bientôt s'arrêter, Céline, parce et qu'il c'est il est l'heure parfait. et puis on va laisser la place à quelques questions peut-être. Peut-être Oui. une dernière chose que vous souhaitiez dire. Non, j'ai 2 citations comme ça, mais pour vous les résumer, c'est de se dire qu'en tout cas, on est dans une attitude c'est pas toujours évident que les professeurs se posent la question et sentent qu'ils sont concernés par l'espace, alors qu'il est fondamental et que bah, je vous remercie d'avoir cette attention-là parce que c'est un temps que vous prenez et qu'il est extrêmement riche parce que le concepteur ou l'architecte ne peut pas tout faire. C'est, évidemment, une attitude et c'est une attitude presque de chercheur que vous avez et qui est extrêmement intéressante. On voit que dans un des collèges, c'est la professeure du CDI qui s'en empare. Alors c'est souvent cette personne ressource-là, mais en tout cas, c'est extrêmement intéressant de voir, ce positionnement-là en tant qu'enseignant. C'est tout. Bien, merci beaucoup, Céline. Euh, Peut-être départager votre écran pour qu'on puisse voir tout le monde. Il est un tout petit peu après 18h45, c'était l'heure qu'on s'est donnée pour la fin. Donc ceux qui souhaitent nous quitter, ben, n'hésitez pas, on vous souhaite à tous une bonne soirée. Peut-être que si vous le souhaitez, vous pouvez rester avec nous et on peut continuer à échanger quelques minutes avec Céline si vous avez des questions à lui poser. Alors, on a beaucoup de remerciements sur ton intervention. Merci. Alors, je vais peut-être commencer par une première question avant de voir s'il y en a d'autres qui arrivent. Tu dis que vous passez beaucoup de temps dans les établissements. Alors, ce n'est pas l'image qu'on a actuellement des architectes ou des designers qui passent beaucoup de temps dans les établissements avant de prendre le temps de rénover ou de lancer des travaux. Mais est-ce que cette place de l'autre, qui n'est pas enseignant, qui n'est pas le chef d'établissement, qui n'est pas un adulte connu des élèves ou des usagers, permet une autre manière de penser la participation des usagers, justement? Oui, c'est une question qu'on se pose en ce moment. Je pense qu'il y a, une notion de personne neutre qui vient et qui permet, d'organiser ce débat et parce qu'on voit qu'il y a aussi des interrogations et des crispations, entre visions pédagogiques aussi et que, le fait d'avoir un spécialiste d'autre chose que de la pédagogie, une expertise sur, l'espace qui vient de l'extérieur, permet un petit peu de reposer, les priorités. Donc ça, c'est sûr et la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir si on pourrait arriver à former des techniciens à cette approche-là. C'est-à-dire d'avoir des techniciens de maintenance ou des régies dans les collèges notamment, parce que souvent dans les collèges, on a quelqu'un qui est chargé de la maintenance, qui aurait ce rôle-là, mais avec une approche de design, c'est-à-dire qui serait à même de mener des ateliers quand il est nécessaire sur certains espaces avec des enfants et avec des professeurs et qui puissent voilà, repenser les dysfonctionnements de manière plus globale parfois. Nous, on parle souvent de jeux de chaises musicales qu'on fait. Parfois, on ne change pas beaucoup les espaces. On remet juste la salle de mathématiques en haut et le CDI en bas, parce que le CDI, comme ça, est en lien avec la cour. Donc ça, c'est uniquement des chaises musicales. Alors oui, ça demande un petit peu de travaux parce que il faut amener le CDI en bas. Mais ce jeu de chaises musicales, ça demande d'avoir cette vision-là que les techniciens, pour l'instant, n'ont pas de maintenance. Voilà, c'est un sujet sur lequel on travaille et que moi, j'aimerais bien beaucoup expérimenter là dans les années à venir, de pouvoir faire ces formations-là pour voir si ça fonctionne. C'est-à-dire que si par exemple on avait quelques chefs d'établissement de collège ou de lycée qui voudraient réfléchir en ce sens, accompagner leurs personnes responsables de la maintenance vers ce type de poste, c'est quelque chose qui pourrait être imaginable avec vous.
Ah oui, complètement. Moi, c'est le sujet qui me fascine, c'est comment on peut se passer de nous. Mmh. Pour l'instant, je veux intervenir et je vois l'intérêt que ça a, mais à terme, moi, j'aimerais qu'on puisse avoir, que ça fonctionne tout seul, qu'on n'ait pas besoin, et qu'on se demande comment on va pouvoir faire intervenir une personne extérieure parce que c'est ça aussi le souci. Comment on trouve ces financements-là? Comment, sur quel temps et cetera? Et plutôt d'avoir ces personnes de ressources-là en interne. Comme on disait que, la documentaliste est aussi une personne ressource, bah, au même titre, le Mmh. technicien, de maintenance peut être une personne ressource. Mmh. Très bien. Peut-être, tu as dit qu'à un moment donné, votre rôle, c'est aussi d'accompagner à l'autoproduction. Est-ce que, de manière assez rapide, tu pourrais donner un exemple justement qui illustrerait ça, notamment avec les élèves? Bah, très simplement, on travaille beaucoup avec les SECPA dans les collèges et puis, avec, dans les écoles primaires aussi. On a, une partie de l'année qui est dédiée à la conception, donc on réfléchit ensemble, on dessine et puis l'autre moitié de l'année qui est dédiée au chantier et donc on met en place, du chantier, souvent dans la cour de récréation parce que c'est l'espace qui permet le plus et on amène des machines, on amène aussi à savoir comment appréhender ces machines-là, c'est-à-dire qu'on appréhende le risque et c'est quand je parlais du risque, c'est aussi ça. C'est que nous, on a travaillé avec des enfants qui sont très, très éloignés, qui sont à la limite du décrochage scolaire déjà dès l'école primaire. Et le fait de les responsabiliser, et donc qui ont des comportements à risque en dehors de l'école. Et le fait de leur remettre des outils dans les mains et de leur faire confiance et de leur expliquer comment ça fonctionne et qui voient aussi tout de suite très concrètement ce que ça donne, on a eu des résultats qui sont incroyables. C'est-à-dire que d'un coup, on a des élèves qui changent de personnalité, qui sont attentifs, qui comprennent que là, c'est pas pour rigoler, que là, en fait, et donc qui changent leur comportement aussi en dehors de l'école. Et donc voilà, très concrètement, on a construit un gradin, donc on a fait de la charpente bois avec les élèves, avec des scies mécaniques et des scies à main, les deux. Donc tout demande juste une question de règlement et de nombre de personnes encadrantes. Quand on utilise une machine, une scie à onglet, par exemple, qui va avoir de la puissance, on va être un seul encadrant avec 2 élèves et puis le reste du groupe va faire d'autres choses. Le reste du groupe va huiler le bois, va poncer le bois, ce qui ne nécessite pas, d'avoir un œil constant et ça permet quand même d'intégrer, des nouveaux savoirs manuels qui ne sont pas non plus, de l'ordre de la bidouille, qui sont déjà, une capacitation et avec les SECPA, ça marche énormément, parce que d'un coup, ils construisent des choses qui sont nécessaires pour leur école et le regard change sur eux. Parce que souvent, puis tout le monde le sait, hein, c'est voilà, un petit peu ceux qui sont exclus de l'école, donc discriminés, et puis qu'on voit comme vraiment les personnes en difficulté qui participent pas beaucoup à la vie de l'école. Et le fait qu'ils construisent quelque chose qui sert à tous et qui est quelque chose de beau, alors là, c'est vraiment incroyable pour eux. C'est beau, durable. C'est ça. Ce Oui. que vous construisez avec eux, c'est quelque chose de. C'est pas fait de briques et de broc, comme tu disais C'est tout à ça. Et ça, moi j'appelle ça les techniques, sympathiques de construction. Ça demande, aussi d'avoir un regard, donc ça, nous, on l'a acquis par l'expérience. Je pense que sinon, c'est difficile de l'avoir parce que soit on est professionnel et on sait faire les choses, soit on est bricoleur et on ne sait pas forcément faire techniquement des choses qui vont être, viables et nous, on a appris ça par l'expérience et petit à petit, on a identifié des techniques et des formes qui sont possibles de construire à plusieurs et qui ne nécessitent pas d'avoir un savoir acquis, une expérience de 5 années, mais qui produisent des choses qui quand même vont être viables et vont durer dans le temps et qui vont être belles. Et donc, en effet, ça limite et la conception, elle se fait aussi en intégrant ça. l'heure. On a une question ou en tout cas une remarque dans la conversation qui demande si ça suppose l'existence préalable d'un collectif ou d'un projet d'établissement partagé sur la base d'une vision éducative. Nous, on a eu les 2 cas de figure, c'est-à-dire, une vision, collective très claire, et qui a fait appel à nous, et à l'inverse, plutôt côté, technicien ou propriétaire du bâtiment, des gens qui nous ont dit: «Là, il faut intervenir», mais des équipes qui, du coup, nous ont reçus sans savoir ce qui allait se passer. L'un comme l'autre, du coup, on n'aborde pas les choses de la même manière, mais ça se passe, très bien aussi et puis, ce qu'on va faire quand on a pas forcément une vision partagée, c'est qu'on va créer des espaces différenciés pour que tout le monde s'y retrouve aussi dans la cour. C'est souvent ce qui se passe. Si, on a certains enseignants qui ne sont pas, qui ont pas envie d'avoir une surveillance active ou qui ont pas envie de se déplacer dans la cour,
ben, on va avoir des zones où on ne le permet pas, et puis des zones où c'est possible. Et puis très vite, c'est les enfants qui vont primer, puisqu'ils vont adorer ces espaces-là, et donc les adultes vont devoir sortir de leur zone de confort aussi. Et donc en fait, finalement, les enfants amènent eux-mêmes à ce que les adultes changent de regard sur ça. Une dernière question peut-être, puis après on laissera tout le monde tranquille. Il était beaucoup question ce soir de sécurité et d'échange autour du risque. Dans le livre sur l'exposition La Travaux d'école, il y a un très bel article sur la différence entre risque et danger. Est-ce que tu pourrais nous en dire 2-3 mots? C'est très clair, c'est de voir qu'on a 3 zones. On a la zone de confort, la zone de risque et la zone de danger. Quand on sort de sa zone de confort, mais d'ailleurs, le préambule des normes AFNOR, qui sont les normes européennes sur les aires de jeu pour enfants, a un paragraphe exactement là-dessus qui dit « Les aires de jeu sont faites pour que les enfants apprennent à prendre des risques ». Donc, sortir de sa zone de confort, c'est apprendre à prendre des risques. Donc, c'est se construire, c'est pouvoir juger de ce qui est risqué et de ce qui n'est pas risqué. C'est pour ça que je parle souvent des enfants qui ont des comportements à risque. C'est que souvent, on a complètement mis le risque à la porte et donc ils n'ont pas appris à faire avec. Et donc, ils se retrouvent avec des comportements extrêmes. Donc, on apprend à juger ça. Et puis, il faut juste savoir où est la limite, à quel moment de la zone de risque on passe à la zone de danger. Et donc, il faut juste faire attention à cette zone-là, à ne pas rentrer dans la zone de danger. Mais la zone de risque, elle est nécessaire et elle est source d'apprentissage.